Bonjour, cette vidéo est la première du cours sur les liaisons équivalentes. Alors, nous serons amenés à calculer des liaisons équivalentes en filière PSI, généralement pour chercher à simplifier nos modèles cinématiques dans l'optique de simplifier nos calculs lors de résolution de problèmes de mécanique. Il faut savoir aussi que déterminer une liaison équivalente peut aussi être utilisé dans le cas d'une conception, donc lorsqu'on conçoit un système, pour vérifier qu'une suite de liaisons en série ou parfois en parallèle nous permettent d'obtenir la cinématique générale voulue, sachant que pour obtenir une cinématique particulière, on aura parfois besoin, pour des problèmes de rigidité, de résistance des matériaux ou de précision de guidage, d'associer plusieurs liaisons ensemble. Mais pour notre cas personnel, donc pour nos études en filière PSI, a priori, ce sera surtout dans un objectif de simplifier nos modèles pour simplifier par la suite nos calculs. Donc cette vidéo va présenter les différentes notions que nous avons déjà vues en cours, lors de la modélisation cinématique ou lors des cours de cinématique ou encore de transmission des actions mécaniques, pour bien poser les bases, pour ensuite travailler sur le calcul de liaisons équivalentes. Tout d'abord, il faut connaître parfaitement nos liaisons normalisées que l'on retrouve dans le tableau, en connaissant donc les degrés de liberté associés à chacune de ces liaisons, donc les degrés de liberté, en n'oubliant pas que lorsque l'on désigne une liaison, il est très important de définir ses caractéristiques aussi, les directions pour les glissières, les axes pour les pivots ou les hélicoïdales et ainsi de suite. Donc de bien définir les caractéristiques, donc centre et axe ou direction ou normale quand on définit une liaison. Et après de connaître le torseur cinématique, donc du mouvement associé à la liaison, le torseur de l'action mécanique transmissible par cette liaison, et il sera très important, en particulier dans ce type de calcul, donc de liaison équivalente, de connaître cette colonne-là, que j'ai appelée ici forme canonique, qu'on peut appeler aussi parfois lieu de réciprocité, qui est donc la colonne où on désigne l'ensemble des points pour lesquels on peut écrire les torseurs sous cette forme-là. D'accord? Donc ils seront écrits sous la forme la plus simple possible. Donc il est très important de connaître cette colonne-ci. Donc on voit ici les dernières liaisons normalisées. Encore une fois, ce qui est bien important, c'est de bien déterminer les caractéristiques des liaisons, donc non seulement leur nom, mais aussi les axes et directions. Ensuite, quelques petits rappels, surtout sur la modélisation et donc la représentation des systèmes mécaniques que l'on va rencontrer. Avec dans un premier temps les différentes façons de représenter donc schématiquement un système mécanique. Tout d'abord, en phase de conception, un ingénieur pourra réaliser des croquis pour commencer à définir l'encombrement général, les dimensions, les principales dimensions, et positionner les différentes pièces les unes par rapport aux autres. Alors nous ne le ferons pas nous en PSI a priori, sauf peut-être en TIPE, mais nous pourrons avoir à en lire, ou alors à avoir des perspectives ou même des photos de système. Donc là ici on a un touret à meuler qui est représenté, avec ici une pierre, donc une meule, que l'on va vouloir faire tourner pour affûter des outils par exemple, et l'axe de la meule là est mis en rotation par un système a priori ici poulie courant. Ensuite, on pourra rencontrer ce que l'on appelle des schémas technologiques où on commence à représenter avec les règles de dessin technique généralement, et en précisant quels sont les
éléments technologiques que l'on a utilisés pour, par exemple, guider la rotation. Ici, donc, on retrouve notre meule qui est dessinée, et ici, on voit l'axe qui va donc guider la meule, et on a représenté ici deux roulements à billes, un roulement à billes ici, un roulement à billes là, qui vont donc être utilisés pour guider la rotation, avec ici un accouplement entre un moteur et l'arbre. Okay. Ces petits trois-là représentent ici des systèmes pour encastrer les deux pièces les unes avec les autres. Et ici, sur les roulements à billes, on peut voir des petits traits qui vont représenter ce que l'on va appeler des arrêts axiaux. Et on va remarquer particulièrement ici que ce roulement à billes là n'est pas arrêté de la même façon que celui-ci. Alors, si on avait un peu plus de connaissances technologiques, on pourrait se rendre compte que en fait, les bagues intérieures des deux roulements à billes sont arrêtées axialement, donc ne peuvent pas translater sur les arbres, mais les bagues extérieures, alors la bague extérieure de ce roulement à billes là est arrêtée axialement, mais pas celui-ci. Donc en fait, la translation de l'arbre n'est arrêtée que par ce roulement à billes là par rapport à l'alésage. Et ceci, ça va avoir une conséquence sur la modélisation cinématique de nos roulements à billes. En fait, les roulements à billes, ou le contact entre l'arbre et le bâti par l'intermédiaire des roulements à billes, vont être modélisés pour le roulement de droite, ici, par une rotule, et pour le roulement de gauche, comme il n'arrête pas la translation, par une ligne annulaire. Et donc là, on représente ici ce qu'on appelle un schéma architectural. Donc on a un schéma cinématique qui respecte les règles de représentation d'un schéma cinématique et où on en a détaillé ici donc deux liaisons en parallèle entre l'arbre, donc ou la meule, et le corps, donc une rotule et une ligne annulaire qui représentent donc les deux roulements à billes. D'un point de vue cinématique, nous on ne s'intéressera peut-être qu'à un schéma cinématique minimal qui sera donc équivalent au schéma précédent, et on voit que l'association des deux liaisons précédentes en parallèle pourra être modélisée juste par une liaison pivot d'axe, ici l'axe de la meule. D'accord. Donc généralement, nous aurons à calculer donc cette liaison équivalente-ci, qui est donc équivalente aux deux liaisons en parallèle précédentes. Donc en PSI, nous chercherons régulièrement à obtenir ce que l'on appelle le schéma cinématique minimal, donc pour simplifier au plus nos modèles. Un dernier rappel sur les différentes architectures de chaînes de solides que l'on rencontre dans nos systèmes mécaniques. Les chaînes ouvertes, où on n'a que des liaisons donc en série mais qui ne forment pas de boucle, typiquement le robot Eric du laboratoire. Donc le robot Eric avec des liaisons qui sont en série mais sans que la pièce, la dernière pièce soit à nouveau en liaison avec le bâti. Des chaînes fermées, typiquement ici on a représenté le schéma cinématique du robot MaxSpeed, où on voit que le graphe des liaisons ici forme une boucle. Et ensuite les chaînes complexes, typiquement la plateforme Stewart, avec donc ses 6 vers 1, et où on va voir que le graphe des liaisons va représenter donc plusieurs boucles. Voilà pour cette première petite vidéo posant les bases des notions importantes que l'on va utiliser donc sur le calcul de liaison équivalente.